Bonjour, bienvenue à la Comfi pour le 22e numéro. Je ne m'étais pas entretenu avec vous depuis que la motion de censure sur le budget présenté par François Bayrou avait été présentée et, comme vous le savez, n'avait pas été adopté. Donc je reviens rapidement là-dessus parce que malheureusement c'était assez prévisible à partir du moment où le Parti socialiste avait expliqué qu'il ne la voterait pas. On s'est donc retrouvé avec, à l'heure, une mascarade, tant sur la question budgétaire que sur la question des retraites, qui depuis s'est révélée totalement. Alors, sur la question budgétaire, ça a été de la part du gouvernement d'inventer des concessions, ou en tout cas de grossir les concessions faites pour permettre au Parti socialiste de ne pas voter la censure. Je vous rappelle, par exemple, on préserve 4000 emplois d'enseignants qui auront un coût, puisque ça sera à partir de septembre, de 50 millions d'euros. Mais dans le même temps, on baisse de 225 millions d'euros le budget du ministère de l'Éducation nationale. Donc en fait, si vous faites la soustraction, vous apercevez que par rapport au budget de M. Barnier, il y aura moins d'argent donné au ministère de l'Éducation nationale avec M. Bayrou. C'est pareil sur la question des jours de carence. Effectivement, il n'y a pas de remise en question des jours de carence. Donc il était question qu'il y ait 2 jours de carence qui soient enlevés. Donc soit, c'est de mémoire à peu près 250 millions d'euros de coûts pour l'État, mais d'un autre côté, tout le monde va être remboursé moins de ses indemnités maladie, enfin tous les fonctionnaires. Et donc ça, c'est un gain de 700 millions pour l'État. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a très peu de mesures en réalité qui auraient pu justifier que ce gouvernement ne soit pas censuré sur le budget. C'est un budget, je l'avais dit à l'époque, d'hyper-austérité, 24 milliards d'euros sur le budget de l'État en moins. Si on tient compte de l'inflation et de ce qu'on appelle la croissance tendancielle par rapport à 2024. Et puis, il y a des conséquences très fortes qu'on a vues d'ailleurs tout de suite dès que le budget a été voté. Ça a été vrai, par exemple, pour les auto-entrepreneurs, je vous le rappelle, et les micro-entreprises qui, tout d'un coup, se sont vues obligées de déclarer la TVA, ce qui implique non seulement un renchérissement de leur prix, mais aussi beaucoup de frais pour des toutes petites structures. Bon, là, le gouvernement a l'air de dire qu'après l'avoir suspendu, il va peut-être revenir dessus. On suit ça avec attention, parce que c'est pas sûr. Mais il y a pas mal de choses dont on va constater tout au long de l'année que c'est un fort mauvais coup pour l'État, c'est-à-dire pour les services rendus aux Français, que ce soit en matière de travail, en matière d'écologie, en matière de logement, etc., etc. Bon, ça, c'est la première chose. Ce budget méritait d'être censuré parce que c'était un très mauvais budget. Deuxième point, c'était de ce scénario pour éviter la censure, c'était évidemment la question des retraites. Ce gouvernement savait qu'il était minoritaire à l'Assemblée, qu'il y aurait eu l'abrogation. Le Parti socialiste avait dit pas d'abrogation, censure. Il n'y a pas eu d'abrogation. Pas de suspension, censure. Il n'y a pas eu de suspension. Et donc, au final, on a inventé cette histoire de conclave qui est en train de révéler aujourd'hui toute la supercherie. Pour ça, tout simplement parce que on s'aperçoit que les conditions mises par le gouvernement, en réalité, ne visent que 2 choses. Soit les partenaires ne trouvent pas un accord, ce qui est le plus probable, et il y aura donc l'application de la réforme Borne. Soit ils trouvent un accord, mais ça sera un accord qui, vu les contraintes qui leur sont mises, ne peut être qu'à moins 10 ans encore par rapport à la réforme Borne, soit en jouant sur le niveau des pensions, soit, en jouant peut-être sur la question de l'âge, voire l'idée d'ajouter une retraite par capitalisation, la retraite par répartition, toutes choses qui font peut-être sourire le MEDEF, mais qui n'est pas le point de vue des organisations syndicales. Donc la plus grande probabilité, c'est que le gouvernement aura évité de se faire censurer sur cette question. Il aura évité, le moment où il était en tension et où on pouvait le battre en le censurant, et donc battre également cette réforme des retraites. Et puis, il va appliquer la réforme Borne très sérieux. Enfin, il va continuer à appliquer la réforme Borne en donnant rendez-vous à 2027. Donc voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes d'un point de vue économique, budgétaire, avec un gouvernement qui, en plus de ça, et ça aussi c'était prévisible à l'avance, dès lors qu'il n'était pas censuré, on allait moins entendre M. Lombard et beaucoup plus M. Retailleau à travers ses sorties contre l'Algérie sur fond de racisme, à travers sa volonté de remettre en question le droit du sol, à travers ces différences entre des Français de souche et des Français de papier, enfin tout un discours d'extrême droite qu'il nourrit comme ça régulièrement, au point où on a l'impression aujourd'hui que c'est le Premier ministre bis
À la fois, il est ministre des Affaires étrangères quand il veut tendre avec l'Algérie. À la fois, il s'occupe de tout un tas de questions. Et donc, le fait de ne pas avoir censuré ce gouvernement, c'est aussi avoir permis qu'il emprunte finalement une vision toujours plus autoritaire, toujours plus xénophobe, toujours plus raciste, finalement pas très éloigné de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique avec M. Trump. En tout cas, M. Retailleau illustre ça parfaitement bien. Aujourd'hui, je voulais aussi revenir un petit peu, et puisque c'est l'actualité, ça a été dit ce matin, sur les leçons que le gouvernement entend tirer des prévisions budgétaires en termes de déficit, croissance, recettes qui ont été mises à mal en 2023 et 2024 et dont vous savez que j'ai lancé une commission d'enquête, c'est ma commission des finances qui a été transformée en commission d'enquête, pour travailler sur ce sujet. Bon. Donc aujourd'hui, on a eu une conférence de presse des deux ministres de l'économie et du budget, Éric Lombard et Amélie de Montchalin, présentant ce qu'ils appellent la réforme du dialogue budgétaire et annonce d'orientation budgétaire du gouvernement, qui est censé justement éviter que dorénavant on ait le même genre de problème. Alors première réflexion, tout ça me paraît un paravent. C'est-à-dire que moi je crois depuis le début que la raison principale qui explique ce dérapage déficit, c'est que ce gouvernement avait tellement confiance dans sa politique de l'offre et de la compétitivité, que je résumerai un peu en un adage, on baisse le seuil des impôts, ça rapporte plus d'impôts. Bon. Et qu'il a tellement cru à ça que cette situation qui a effectivement été vécue en 2022 quand il y a eu le rebond de l'activité post-Covid, donc il y a une activité tellement forte qu'il y a eu plus de recettes d'impôts, mais ça ne voulait pas dire que ce n'était pas grâce au fait qu'on avait baissé le seuil des impôts, et notamment pour les plus riches. À partir du moment où on revient dans des années à peu près normales, 2023-2024, eh bien, de facto, les recettes baissent considérablement, et avec une politique qui d'ailleurs continue dans l'erreur. Dans cette commission d'enquête, si j'avais une phrase à sortir, c'est Gabriel Attal qui explique que oui, les déficits n'ont pas été dus à l'augmentation des dépenses publiques, il l'admet lui-même, il dit que les dépenses publiques en réalité ont baissé par rapport au PIB, mais à une perte de recettes. Voilà. Et la conclusion qu'il tire, c'est j'ai pensé matin, midi et soir à comment baisser les dépenses publiques. Vous voyez, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est malade, qui a mal à la jambe, et vous lui dites que vous allez soigner son ventre. C'est à peu près la logique. Donc c'est cette politique qui explique, à mon avis, avant tout, non pas seulement les mauvais résultats économiques, mais surtout le fait de ne pas avoir réussi à les prévoir. Donc, faute de ça, depuis le début, les macronistes, un petit peu, dans cette commission d'enquête, et puis les personnes auditionnées, les anciens ministres, essaient de nous convaincre que c'est d'abord un problème de pilotage technique plutôt qu'autre chose. Bon, et donc aujourd'hui, la réunion qui était proposée par Éric Lombard et Amélie de Montchalin propose des solutions qui sont des solutions techniques. Je l'ai dit, politiquement, ce n'est pas le cas. Alors, ce qu'ils proposent, c'est... une première chose, c'est l'idée d'avoir une plus grande transparence des rendez-vous dans l'année avec un certain nombre de compositions d'acteurs. Alors notamment, il y a évidemment les parlementaires, les commissions des finances, mais il y a aussi les collectivités territoriales. Vous avez aussi des représentants de caisses de sécurité sociale, vous avez des associations d'élus, vous avez même des entités un peu vagues, on ne sait pas très bien qui va être dedans, et qui, théoriquement, 3 fois dans l'année, auront un peu un point budgétaire. Alors moi, je vous dis une chose, je suis très sceptique là-dessus, parce que je pense que si une instance devait avoir plus de pouvoir, y compris d'ailleurs de pouvoir de contre-expertise par rapport à ce que propose Bercy, elle ne doit pas être diluée dans tout ça. C'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement, qui doit être, en dernière instance, qui doit voter le budget. Donc s'il y a une entité qui devrait être davantage informée, qui devrait davantage avoir de moyens de contre-expertise et qui devrait avoir davantage de moyens de contrôle sur la manière dont le budget se fait, c'est l'Assemblée nationale. Et c'est pas la peine de le diluer dans un grand machin dont finalement le maître d'œuvre resterait Bercy, et avec des réunions qui s'apparenteraient plus à des réunions d'information qu'à des vraies réunions de travail. Ça, c'est une première réflexion. La deuxième chose, c'est que ça ne répond pas à un des problèmes que nous avons vus, c'est que il y a des choses qui existent, qui sont sorties par Bercy, qui, par exemple, en 2023, allaient tout dans le même sens. Dès juillet, on annonçait moins de recettes pour le budget 2023. On a des notes du Trésor en décembre qui indiquent un problème de recettes et un problème de déficit accru pour 2024, c'est-à-dire pour le budget
qui est en train de discuter. Moi, j'estime que au moins les commissions des finances, au moins les présidents de commission, les rapporteurs devraient avoir les mêmes informations de Bercy de façon à pouvoir les analyser et que Bercy ne puisse pas décider comme ça que des informations absolument essentielles pour débattre du budget ne soient pas données. Voilà. Et ça, les propositions qui sont faites aujourd'hui par Éric Lombard et Émile Montchalin ne répondent pas à ça. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai auditionné, la dernière personne qu'on a auditionné, c'est Mme Borne. Bon. Et Mme Borne, il se révèle qu'elle a reçu le 13 décembre 2023 une note qui vient de Bruno Le Maire, qui est très précise, et qui lui dit des choses qui montrent que le budget dont elle est en train de discuter à ce moment-là est déjà un budget mort-né, en tout cas qui n'a plus de réalité. Dans cette note, par exemple, Bruno Le Maire dit très clairement qu'il va y avoir des baisses de recettes d'impôts, de TVA, de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. C'est pas des hypothèses, c'est des informations qu'il donne. Il explique que la situation est telle qu'il faudrait, par exemple, tout de suite annuler 300 millions d'euros de crédits dans les crédits ouverts qui vont être mis en discussion à l'Assemblée. Il explique qu'il faut prévoir dès janvier 10 milliards d'annulations de crédits sur le budget 2024 qui vont être présentés. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le 13 décembre 2024. Le lendemain, Mme Borne vient devant l'Assemblée, présente un 49.3 sur la partie recettes, et elle va faire la même chose le 16 décembre sur la partie dépenses. Est-ce que vous croyez, retrouvez les discours, est-ce que vous croyez qu'à ce moment-là, elle a dit à l'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'à titre préventif, attention, le budget que je vous présente va sûrement être revu dans les semaines à venir parce qu'on a moins de recettes, parce qu'on a moins de résultats économiques attendus? Non, pas un mot. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a délibéré après le 49.3 sur une motion de censure pour éventuellement censurer le budget, sur un budget dont la Première ministre savait qu'il avait, sur bien des aspects, des erreurs, il contenait des erreurs, il était faux sur bien des aspects, et nous n'avons pas eu le droit de le savoir. Ça, les propositions qui sont faites par Émile Montchalin et Éric Lombard ne permettent pas de le résoudre en aucune manière. Donc moi, je dirais que là-dessus, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Enfin, il y a des choses un peu qui m'inquiètent. Émile Montchalin dit que le Premier ministre a demandé aux ministres et aux directeurs d'administration de présenter avant le 15 mars ce que sont à leurs yeux leurs missions. Et elle indique que le but n'est pas que l'État continue à faire ce qu'il a toujours fait, mais qu'il fasse ce qu'il doit faire. Il y a un petit côté, je ne veux pas faire le parallèle complètement, mais il y a un petit côté de ce qui est en train de se passer avec l'administration américaine, avec Elon Musk, c'est-à-dire où il exige des fonctionnaires fédéraux américains qu'ils expliquent leurs tâches réalisées au cours des derniers mois afin d'identifier s'ils sont essentiels ou non. Vous voyez, alors c'est normal qu'on ne se trompe pas là-dessus, que les fonctionnaires aient le rôle de conseiller, rendre des comptes au gouvernement. C'est pas ça que je reproche. Mais là, tel que c'est fait, il y a un peu une situation où exactement ce qu'elle fait, c'est-à-dire il fasse ce qu'il doit faire. Qu'il fasse ce qu'il doit faire, théoriquement, le rôle, il est quand même assez précis depuis des années. Et moi, je ne suis pas de ceux qui veulent, d'une manière ou d'une autre, désarmer l'État en termes de fonctionnaires. Je ne suis pas d'accord, par exemple, avec le Rassemblement national, qui fait des propositions comme M. Trump, de dire que, finalement, on devrait remplacer les fonctionnaires agissants par d'autres personnes qui seraient au service de la politique menée. Voilà, ça, c'est une espèce de privatisation de l'État qui ne me va pas, souvent en plus avec une vision assez autoritaire des choses. Donc cette petite phrase d'Amélie Montchalin, je ne veux pas la surinterpréter, mais elle m'inquiète dans la petite tonalité qu'il peut y avoir. Et surtout, elle vise finalement à donner la responsabilité aux fonctionnaires des dérapages qui ont eu lieu et de la manière dont ils n'ont pas été prévus. Et à mon avis, cette responsabilité, vous l'avez compris, je pense avant tout qu'elle est due aux politiques qui étaient en place et non pas à ceux qui travaillaient pour eux et qui sont chargés de donner des éléments et de concrétiser la politique parce que c'est normal, c'est leur rôle. Voilà. Enfin, élément de ce prochain budget. Le fait de ne pas l'avoir censuré, le budget 2024, permet aussi à ce gouvernement de préparer un budget d'austérité pour 2026. Alors ça a déjà été dit, et Mme Amélie Montchalin a redit ce matin, on peut craindre qu'il y ait des très fortes économies dans le budget de dépenses de la santé, y compris d'un point de vue structurel. Par exemple, on évoque que, remettant en question le côté universel du système de sécurité sociale, que par exemple quelqu'un qui gagne vraiment bien sa vie, il n'a pas forcément à être remboursé tous les médicaments. Or le problème, c'est que le budget de la sécurité sociale, il tient par ça. Il tient par le fait qu'il bénéficie de la même manière à tout le monde à partir de cotisations proportionnelles sur leurs revenus. Si vous cassez ça, pourquoi voudriez-vous que les plus riches continuent à alimenter un système qui, quelque part, ne
ne leur profite pas. C'est quelque chose, c'est ça le côté universel du système. Plus d'autres mesures, comme par exemple encore plus fiscaliser le système de sécurité sociale. Et évidemment, j'y suis opposé. Et tout ça me fait dire à une chose, et ça sera un peu la conclusion, c'est que d'un côté, on s'apprête éventuellement à continuer au nom, soi-disant, de la question des déficits, à baisser les budgets pour 2026. Donc encore plus d'austérité que le budget qu'on vient de voter pour l'État, pour les collectivités territoriales. À nouveau, on évoque des modes de contrainte, comme ça avait pu être le cas dans les années passées, pour la sécurité sociale, je l'ai dit. Mais d'un autre côté, paradoxalement, on est en train de nous dire qu'on rentre dans une économie de guerre. Bon. Alors, outre le fait que l'économie de guerre, je suis toujours très inquiet, parce que quand vous mettez une économie de guerre, c'est que vous êtes prêt à utiliser les armements produits, y compris dans des conflits secondaires, parce que dès lors que vous produisez des armes, il faut les utiliser. Alors, ça fait marcher le capitalisme, je pense que c'est un des objectifs derrière ça, mais il y a aussi le danger qu'à un moment donné, il faut des débouchés. Voilà. Et le débouché d'une arme, c'est la guerre. Bon. Alors déjà, par rapport à ce que ça induit, mais en plus de ça, en quoi sommes-nous en 1914 ? C'est-à-dire, en quoi devons-nous considérer que la France doit considérer que ses intérêts en termes d'économie de besoin, c'est d'abord une économie de guerre. Par exemple, est-ce que la question de la bifurcation écologique n'est pas aussi essentielle pour le devenir humain que la question d'une économie de guerre ? Bon, donc je le dis d'autant plus que c'est qu'au nom de cette économie de guerre, ceux-là même qui nous disaient il faut jamais dépasser 3% de déficit, c'est ça l'objectif premier, sont en train de réfléchir au fait par contre de pouvoir là-dessus être plus souple. Bon, je trouve que c'est bien de se poser ces questions, d'être plus souple quand on parle des besoins humains, des besoins fondamentaux, de se dire que la question des déficits n'est peut-être pas la question essentielle, surtout quand on a les moyens de les assumer, mais je refuse de penser que ça doit être pour une France qui serait au service d'une économie de guerre. Moi, je suis pour une économie de paix, c'est-à-dire que la France, si elle a une singularité, elle doit servir la paix, elle doit être dans une position non alignée, sortie de l'OTAN, elle doit être le pays qui défend le droit international, qui cherche des voies avant tout diplomatiques, y compris par rapport aux pays qui enfreignent le droit international. Je pense à la Russie de M. Poutine qui a envahi l'Ukraine, mais je pense aussi aujourd'hui, on le voit très clairement, à M. Trump qui est en train lui aussi de se laver les mains du droit international. Mais ça doit être fait, j'allais dire, avec non pas pour soi-même de devenir un belligérant possible, de confrontation entre blocs en vue d'une guerre dont chacun constate, à partir du moment où en plus ça opposerait des puissances nucléaires, que ça pourrait avoir évidemment des effets négatifs, y compris pour les pays qui sont envahis. Donc la France doit proposer une économie de paix, doit proposer une économie, y compris d'un point de vue militaire, qui lui permette d'être non alignée, y compris sur sa dissuasion. Donc s'il y a des moyens, par exemple, militaires à dégager, c'est les moyens militaires pour ne plus être dépendant des États-Unis comme nous sommes aujourd'hui. Mais ça ne doit pas être d'une économie tout entière tournée sur une économie de guerre. Ça me semble être totalement contradictoire à nos intérêts. Économie de paix, droit international, pays non alignés, voilà les réponses premières que je voudrais faire par rapport à ce discours sur l'économie de guerre qu'on a entendu depuis quelques jours.